Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le Hellfest 2016 commence maintenant, enfin en tout cas sa billetterie. Les premiers passes 3 jours se sont arrachés alors qu'on ne connaît pas encore le programme du festival. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de l'équipe de France de volley. Les Bleus se sont installés à Pornichet pour préparer les championnats d'Europe. Enfin, au cœur de Nantes, c'est un jardin extraordinaire, pas de canards anglophones, mais des fruits et légumes en libre service. Tout le monde peut en profiter, vous le verrez. Le Hellfest 2016 a donc ouvert sa billetterie en ligne pour une première vente des passes. 3 jours, les irréductibles du métal ont commencé à déferler sur le site internet du festival, et ce malgré le prix revu à la hausse et surtout l'absence totale d'informations sur la prochaine programmation, car aucun nom de groupe n'a encore été révélé par les organisateurs. Les précisions avec Benoît Balti. Ouvrir la billetterie d'un festival sans programmation officielle, il fallait oser. Pour sa 11e édition, le Hellfest a tenté le pari. Depuis ce matin 11h, les futurs festivaliers peuvent acheter leur passe 3 jours en ligne. Une façon de contenter les fans, mais aussi d'assurer la trésorerie de l'événement. Donc il est très important pour nous de pouvoir mettre en place, d'avoir cet apport de trésorerie, puisqu'il faut savoir que le Hellfest n'est quasiment pas subventionné. Donc l'intégralité de la billetterie, c'est ce qui permet au festival de pouvoir se construire. Car depuis sa création, le Hellfest s'est hissé au rang des plus grands festivals français. Les chiffres 2015 ont encore atteint des records. 150 000 festivaliers, 14 millions d'euros de budget. Alors l'ouverture anticipée de la billetterie facilite l'organisation de l'événement. Commencer si tôt cette vente de billets, ça nous permet à nous de faciliter nos négociations vis-à-vis des grosses pointures qu'on aura envie de mettre sur le festival, et de tenir nos engagements vis-à-vis de nos partenaires et de nos prestataires. Et en parlant de grosses pointures, quelques pistes pour 2016 ? Il y a les bruits de couloir qui courent, mais pour le moment on n'est pas en mesure encore de dévoiler les noms. Je pense qu'avant Noël on sera en mesure de tout dévoiler. Et pour ce premier jour de billetterie, 15 000 entrées se sont déjà vendues. Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public sont accessibles aux personnes handicapées. C'est en tout cas ce que prévoyait la loi du 11 février 2005. Problème, 10 ans plus tard, le compte n'y est pas. Alors le gouvernement a repoussé plusieurs fois cette échéance. Un nouveau délai a été fixé au 27 septembre prochain. Il concerne les établissements publics, mais également les transports et la voirie. À cette date, tous les acteurs devront s'être engagés à réaliser les travaux dans un délai déterminé et à les financer. La patinoire du Petit Port est à nouveau opérationnelle. Le lieu était en chantier depuis 4 mois pour d'importants travaux d'entretien et de sécurité. Qu'est-ce qui a changé autour de la glace nantaise? Réponse avec ce reportage de Jean-Michel Naga. À l'extérieur, une grande affiche annonce sa réouverture au public pour ce soir 21h. Pendant ces 4 mois de travaux, la patinoire du Petit Port s'est offerte une toute nouvelle toiture métallique. L'ancienne datait de son ouverture en 1984. À l'intérieur, les clubs et les scolaires sont de retour depuis quelques jours déjà. Et ils ont pu remarquer qu'un grand filet a été tendu autour de la glace pour protéger le public lors des matchs de hockey. Pour le reste, l'idée était de redonner un petit coup de jeune à la salle et aux vestiaires. Des travaux d'entretien tout simplement, donc peinture à l'intérieur de la patinoire et aussi dans les vestiaires des clubs. Il y a eu également le sol qui a été refait dans les vestiaires clubs et aussi une amélioration au niveau des jeux de lumière. Donc on a réorganisé les jeux de lumière et on a rajouté des spots à LED pour qu'il y ait une ambiance lumineuse un peu plus sympa. En dehors de la patinoire et de la piscine, le pôle de loisirs attend surtout la réhabilitation de son ancienne piscine et du bowling fermé en 2009. Ils seront transformés en gymnase sur une surface de 3000 m², dédiée à l'escrime, à la gymnastique et au sport de combat. L'ouverture au public est prévue pour la rentrée 2017. L'équipe de France de volley est à Saint-Nazaire. Comme il y a 2 ans, elle y prépare les prochains championnats d'Europe, tout juste auréolée de sa victoire en Ligue mondiale cet été. Le sélectionneur Laurent Tilly et ses joueurs s'entraînent à la Soucoupe, mais c'est à Pornichet qu'ils ont pris leur quartier. Reportage sur place signé Anne Judic. Basket et sac à dos, dans les salons du château des Tourelles, la présence des volleyeurs ne passe pas inaperçue. L'hôtel Thalasso 4 étoiles a adapté ses menus pour les sportifs et met également à disposition ses luxueux équipements de balnéothérapie. Ils ont accès à toute la partie espace hydromarin chez nous, mais en plus on fait pour eux des séances de cryothérapie dans nos baignoires pour pouvoir, avec de l'eau glacée, entre 8 et 10 degrés, donc pas forcément effectivement agréable, mais pour les sportifs en matière de récupération c'est excellent et ça permet de pouvoir effectivement avoir les
les installations pour pouvoir les accueillir également sur la partie soins. Face à la mer, l'équipe de France peut se concentrer sur son grand objectif, la qualification au JO. Et le cadre idyllique est un plus bien apprécié. C'est vraiment parfait d'être dans un cadre comme ça, avec la thalasso, les super chambres, une belle salle, donc voilà. La salle, c'est la salle d'entraînement, située à 15 minutes de l'hôtel à Saint-Nazaire. On profite de la salle de la soucoupe, dans laquelle on a mis un gerflor, un revêtement spécial pour le volleyball. Et ça nous permet de nous entraîner dans des conditions de grande compétition, parce que la salle est très grande. Et donc du coup, on garde les repères des grandes salles de compétition. Samedi, l'entraînement est ouvert au public de 16h30 à 18h30. Un match de gala est programmé mardi prochain. L'ancien Nantais Jonas Saguenier espère y revoir des amis. Ça me fait toujours chaud au cœur quand on arrive à l'aéroport, que je reconnais à droite à gauche. Puis je pense que je vais revoir un peu de monde que j'avais côtoyé, du coup ça fait toujours plaisir. Après ce séjour sur notre côte, l'équipe de France s'envolera pour le championnat d'Europe en Italie et en Bulgarie. Les cyclistes Brian Cocard et Jimmy Angoulevent ne courront plus pour Europcar, mais pour Direct Energy. C'est le nouveau sponsor de leur équipe. Avec ce nouveau mécène, l'équipe espère retrouver le World Tour, la division d'élite du cyclisme mondial. Pour y parvenir, ils pourront d'ailleurs compter sur Sylvain Chavanel, la recrue phare de l'équipe Direct Energy. Et puis dans l'actualité handball, le HBC Nantes fera ses débuts à domicile cette saison. Les hommes de Thierry Antilly accueillent Créteil à la Trocardière pour le compte de la deuxième journée de D1. Et par ailleurs, le H connaît désormais le nom de son adversaire en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les tenants du titre accueilleront Chambéry le week-end du 1er novembre. Lorsque l'on habite en ville, c'est parfois difficile d'entretenir un potager. Et puis dans un appartement, ça devient carrément compliqué. Eh bien, sachez que les services des espaces verts de Nantes s'occupent de tout. Exemple, au pied de la rue Jean-Jacques Rousseau, près du square d'Avier, un grand potager urbain a été planté. Chacun peut cueillir ses aubergines, topinambours ou abricots. Alors pourquoi s'en priver ? C'est un reportage de Manon Ciré. Cueillir des légumes en centre-ville, c'est original. Après, on n'a pas forcément l'information, on ne sait pas que ça existe en fait. Moi, je ne savais pas en tout cas. Ça m'est arrivé de prendre du persil et des petites aromates, peut-être que le thym, voilà, que je lave bien en arrivant chez moi. Les gens sont très contents, ils apprécient parce que c'est pas souvent qu'on voit un potager en pleine ville avec des légumes et des fruits. Il y en a pour les personnes âgées, ça leur rappelle leur ancien temps, donc ils sont très contents. Donc là, on voit qu'il y a une aubergine qui est poussée. Donc pour le moment, elle n'est pas encore arrivée à maturité, donc on va la laisser encore profiter, qu'elle grossisse et puis qu'elle devienne un peu plus dans ces couleurs-là, plus violettes, plus foncées. On essaye de varier tous les ans les légumes et les condiments pour apprendre aux gens différentes variétés ou différents légumes. Alors ici, on a une plante qui s'appelle la bourrache. Alors on cueille la fleur et en fait, c'est un petit goût iodé. Il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble un petit peu à l'huître. C'est spécial. Ici, on a de l'hippome et batata. C'est de la patate douce, ça se cuisine comme les pommes de terre. Ça se récolte en fin de saison, septembre, début octobre. On n'utilise aucun produit toxique, tout pousse naturellement. Il y a quelques apports d'engrais bio. La prochaine fois que je viendrai par ici, je jetterai un œil et puis je cueillerai peut-être des petites choses pour moi. Là, je crois qu'il va y avoir des citrouilles maintenant. Donc ça va être le bon moment, peut-être les ramasser. Et avant de refermer ce journal, le coup d'envoi du festival Scopitone est donné ce mardi soir et c'est l'artiste autrichien Klaus Obermeier qui ouvre le bal. Deux complices à ses côtés, l'américain Kyle MacDonald et le japonais Daito Manabe pour une performance visuelle et sonore. Ça se passe à Stéréolux dans la salle Maxi à partir de 20h. Et si vous avez aimé la bande originale de Drive, sachez que le Nantais College sera en concert à Stéréolux à 20h50 demain, mercredi. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Très bonne soirée.